Le stress n'est pas une maladie, il constitue plutôt une réaction normale de l'organisme face à un danger, à une contrainte, à un défi. Les parents ont un grand pouvoir d'influence sur leurs enfants. Il est important que le parent s'interroge pour clarifier sa motivation et ses attentes à l'égard de son enfant. Lorsqu'un parent impose beaucoup de pression à son enfant, il doit se demander si cette attitude vise à satisfaire son propre désir ou si cela a pour but de combler un besoin chez son enfant. Aujourd'hui, Être parent vous propose des pistes et des trucs pour apprendre à gérer son stress, autant pour l'enfant que pour le parent. Je viens d'ici, fait que je suis déménagée à Granby. Ça m'a apporté beaucoup de stress parce que ici j'avais toutes mes amies, toute ma famille du côté de ma mère. Rendue là-bas aussi, je m'ennuyais beaucoup de mon père. Fait que je le voyais une fois par mois ou deux. Ça m'inquiétait beaucoup. Puis les nouvelles écoles, me refaire des amis, me refaire une vie là-bas. Ça m'a beaucoup stressée. Ça me causait de l'insomnie d'un fois. Moi, j'ai deux grandes adolescentes de 17 ans et 15 ans qui sont très anxieuses, très stressées. C'est très dur pour eux autres, en étant ados, de vivre avec ça parce qu'ils savent pas c'est quoi. Donc, c'est de leur essayer de leur apprendre des trucs pour justement se calmer. Mais pas évident à l'adolescence à essayer de se calmer, c'est tout mélangé pour eux autres. Est-ce que vous savez ce qui cause leur stress? De savoir ce qui cause leur stress, des fois, c'est minime, ne serait-ce qu'un examen qui s'en vient, surtout ceux du ministère, passer leur année, les amis, les tracas avec les petits gars, tout ça, tout pour eux autres. Et bon, est-ce que ça va se passer bien? Est-ce que je suis assez belle à matin? Est-ce que... Tout pour eux est une question de stress et un peu d'en rire aussi avec eux autres. Puis on s'en sort en faisant des jokes. Et chez les plus jeunes, 4 ans, 5 ans, 6 ans, est-ce que vous avez vu du stress aussi? Pour les 1 an, 2 ans, non. Michel, à 7 ans, tu le vois qu'il commence parce qu'il découvre ses difficultés scolaires. Donc, lui, est un peu plus anxieux. Est-ce que c'est du stress de performance à ce moment-là? Est-ce que vous croyez que ça s'en va dans c'est plus le fait, est-ce que je vais réussir à passer avec mes amis en 3e année? Là? C'est rien encore, c'est pas encore maladif, mettons, mais tu vois qu'il va être un peu plus... il va gigoter sur sa chaise, puis qu'il y a quelque chose qui te dérange, mais c'est d'essayer de leur qu'ils disent c'est quoi qui te dérange, c'est pourquoi que tu sens comme ça. Est-ce que vous avez des trucs, par exemple le dessin, est-ce que vous avez essayé quelque chose avec lui? Bien, lui, souvent, c'est d'aller jouer dehors avec ses animaux. Là, il va dépenser toute son énergie, il rentre, il est plus calme, et ça l'a aidé à avoir plus clair. Puis souvent, il va être capable de nous dire, bien, maman, en fin de compte, oui, j'avais de la misère parce qu'il est arrivé, j'ai eu un échec, mettons, dans sa dictée, ou... Bon, là, il va décompresser, je te dirais, en allant jouer dehors. Cassandra, est-ce que vous avez des trucs pour les parents pour qu'on puisse aider nos enfants qui peuvent vivre, par exemple, des situations stressantes ou un peu d'anxiété? Bien, c'est sûr, nous, en milieu scolaire, souvent, ce qu'on va utiliser, mais c'est des choses qui s'appliquent très bien à la maison aussi. Fait que c'est pas des affaires qui sont inaccessibles de ce que je vais vous parler. Des techniques de relaxation, ça fonctionne en général pour tout le monde, autant les adultes que les enfants, que ce soit du yoga qu'on peut faire avec notre enfant, utiliser justement les ballons. C'est des choses souvent que juste les techniques de respiration aident beaucoup aussi. Fait que ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien à l'école, mais qui s'applique très bien à la maison. Les ballons, qu'est-ce que vous voulez dire avec la technique du ballon? Le ballon, dans le fond, c'est ça. Quand on fait du yoga, souvent, on utilise les gros ballons. Souvent, ça va aider les enfants, ça, à diminuer le stress avant. Que ce soit avant un examen, que ce soit une période plus stressante dans leur vie ou peu importe. Autre chose, les balles à manipuler. Ou des fois, ça peut être un objet. C'est pas nécessairement une balle de stress qu'on peut utiliser, mais autre chose. Si l'enfant, pour lui, cet objet-là, l'aide justement à dépenser son énergie puis à canaliser son énergie aux bons endroits,
tant mieux. C'est pas nécessairement... Des fois, ça peut être j'ai vu des enfants, juste un élastique qu'il y avait autour du poignet. Tire après ça, ça les aidait justement à évacuer leur stress. Donc, ça peut être des choses qu'on a à la maison, qu'on pense pas nécessairement, mais qui sont facilement accessibles et qui fonctionnent très bien. Autre chose aussi, on a déjà vu ça à l'école, des enfants qui amenaient soit une image, une photo ou un objet qui était rassurant pour eux, qui traînaient ça partout avec eux. Fait que ça aussi, à la maison, ça peut être quelque chose... On regarde pour les tout petits, ça peut être un toutou, ça peut être autre chose aussi, mais c'est ça, un objet qui va faire en sorte que quand ils regardent soit cette image-là ou soit cet objet-là, ça va diminuer un petit peu le stress. L'autre chose, comme parent, qui peut vraiment aider notre enfant, c'est de regarder la journée, la prévision de la journée. D'y aller vraiment jour par jour, parce que un enfant qui vit beaucoup de stress ou d'anxiété, de se projeter dans le temps, c'est encore plus difficile à gérer. Donc, d'y aller vraiment jour par jour. Bon, aujourd'hui, on est samedi. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Vraiment donner l'horaire de la journée, de prévenir des moments ou des activités qu'on va faire, où est-ce qu'on va aller, avec qui qu'on va être. Ça peut être très rassurant pour l'enfant. C'est sûr aussi, la routine, c'est quelque chose qui aide énormément. Mais prévenir des changements aide énormément à diminuer le stress des enfants. Fait que comme parents, c'est des petits trucs simples, mais qui peuvent avoir un gros impact. Puis, tu sais, moi, j'ai déménagé, ils ont changé d'école en plein milieu d'année scolaire, donc c'est sûr que ça génère des stress automatiquement. C'était évident que c'était le changement d'école, la perte de leurs amis, je vais-tu avoir des nouveaux amis? Fait que ça, c'est sûr que ça joue beaucoup. Ce que j'ai vécu de difficile beaucoup, ma fille, elle faisait de l'insomnie, ma plus vieille. Elle a fait de l'insomnie plus d'1 an à cause de... Bien, je dirais pas la séparation, parce que ça faisait quand même 1 an qu'on était séparés, mais d'être loin de papa, elle trouvait ça difficile. On était rapprochés, mais elle le voyait pas souvent, puis on dirait qu'elle était dans son complexe d'Édipe à 12 ans. Fait que ça a été très long. Il a fallu... elle m'en parlait beaucoup. Je lui ai dit d'en parler avec son père. Je lui ai même dit un soir, il était 2 heures du matin, elle dormait pas. Puis là, elle pleure parce qu'elle est exténuée complètement. Puis là, je disais, prends-toi une feuille, puis écris comment tu te sens, écris à papa comment tu te sens, que tu aimerais ça le voir plus souvent, ou tu sais, des petits trucs comme ça. Puis pour terminer, qu'à la fin, j'ai dit, je pense qu'on a besoin d'aller un peu plus loin, parce que là, maman, c'était pas assez. Elle parlait à papa, ça fonctionnait pas non plus. Fait qu'on a demandé une travailleuse sociale. Ça a pris 4 mois avant qu'elle puisse en avoir une au public. Puis elle l'a rencontrée seulement 4 fois. Qu'est-ce qu'elle a fait de plus? Je le sais pas, mais quand elle a réussi à y parler, mais je pense le fait de ne pas en parler à maman, puis de ne pas en parler à papa, d'en parler à une dame qui ne prenait pas ni parti pris de maman, ni parti pris de papa, je pense que c'est ce qui a aidé, même si maman, moi, je faisais attention, je pesais mes mots, jamais que j'ai parlé en mal de son père, au contraire, puis je sais que papa, c'était la même chose, jamais qu'il parlait en mal de moi. C'était vraiment, il fallait qu'elle réussisse à le faire dans sa tête elle-même, le cheminement. C'était pas... Donc, ce que vous dites, c'est de ne pas avoir peur d'aller consulter. Vraiment pas. C'est pas une défaite d'aller consulter. C'est important. C'est important, c'est pour le bien de l'enfant. Puis de la famille aussi, parce que je dirais que ça a des répercussions sur la famille. Un enfant de 12 ans qui passe ses nuits, j'avais l'impression d'avoir un enfant de 6 mois. Là. C'était aussi dur que ça. Je me levais 4, 5, 6 fois par nuit. Là. C'était intense. Là. En tant qu'art thérapeute, quelle est votre opinion sur ce dont a besoin un enfant pour bien vivre avec son stress, pour bien gérer son stress? Bon, il y a des conditions pour bien gérer le stress, mais quand les enfants viennent me voir comme art thérapeute, c'est que le stress a causé de l'anxiété. Et je vais travailler surtout avec des enfants anxieux. Par contre, quand une maman m'appelle, par exemple, je vais lui dire, bon, on va vérifier au niveau de la qualité de l'alimentation, l'hygiène de vie, les routines. Est-ce que, par exemple, un enfant a des rituels avant de se coucher? Est-ce que le parent prend le temps de parler avec l'enfant de ce qui le stresse? Et on va regarder aussi, est-ce qu'il va dehors? Est-ce qu'il peut évacuer son stress? Alors, ce sont toutes des choses que je vais vérifier avec le parent parce que, en fait, très souvent, quand un enfant est stressé, une situation stressante temporaire, je dirais, par exemple, rentrer à l'école, changer d'école, un déménagement, des choses comme ça, fait que l'enfant va vivre du stress, mais généralement,
le parent est capable de travailler ces aspects-là avec l'enfant sans qu'il ait besoin de venir consulter, par exemple. En plus de l'insomnie, qu'est-ce que ça faisait à ton corps, tout ce stress-là? J'avais de la misère à écouter en classe. En classe, j'étais nerveuse, je me demandais qu'est-ce que j'allais faire à récré pour essayer qu'on m'aime, là, qu'on m'apprécie. Puis ça, quand j'étais en classe, j'écoutais moins, puis mes notes avaient beaucoup baissé. Peux-tu me raconter un peu ce que tes parents, ta mère, ton père ont fait pour t'aider là-dedans? Ma mère m'a aidée en me donnant des petits trucs parce qu'elle aussi, elle a déjà été stressée. Mon père, il m'en a pas vraiment beaucoup donné puisqu'elle ne le voyait pas souvent. Puis ma mère et mon père, vu que ça marchait pas beaucoup, ils m'ont amené voir une travailleuse sociale. Elle m'a beaucoup aidée, puis c'est grâce à elle que j'ai réussi à enlever mon insomnie puis mon stress. Est-ce que tu peux nous parler un peu des trucs que cette travailleuse sociale-là t'a donné? Comme exemple, le soir, essayer de ne pas penser à ta journée ou de ne pas penser à ce que tu vis, mais plus imaginer ce que tu pourrais faire de bien demain. Puis plein de trucs, des petits trucs comme ça, là. De voir le positif. Ouais, de voir le verre à moitié plein. Madame Hainaut, il existe ce qu'on appelle la capacité de résilience. Qu'est-ce que c'est la résilience? La résilience, c'est la capacité de rebondir devant un événement difficile ou devant des événements difficiles. C'est-à-dire malgré qu'il est arrivé une chose très grave dans ta vie, tu es capable de passer au travers et de t'en sortir grandi. Est-ce qu'on est avec ça ou est-ce que ça se développe avec le temps? Moi, je pense qu'il y a une capacité de résilience de base, mais il y a aussi une possibilité de développer cette résilience-là aussi. Et comment ça se développe? Bien, la résilience va se développer, je pense qu'on peut devenir plus résilient si on a autour de nous des gens qui nous supportent, si on a un réseau, si on a déjà traversé des épreuves et qu'on a appris qu'on est capable d'en traverser. Alors, d'avoir traversé des épreuves nous apprend des choses sur nous-mêmes, hein, qui fait qu'on est peut-être plus résilient la fois suivante de traverser une nouvelle épreuve. Parce qu'on a appris qu'on a des capacités, on est capable de s'en sortir. La résilience est aussi favorisée par la façon dont on va penser à propos des choses. Si on a une pensée continuellement négative sur tout ce qui nous arrive, c'est bien sûr que lorsqu'il va nous arriver quelque chose de grave, ça va être vraiment grave. Hein? Alors que les personnes résilientes, ce qu'on remarque, c'est que c'est des gens qui vont dire « OK, c'est pas le fun, je passe au feu, j'ai tout perdu, mais je me relève les manches, puis je suis sûre que je vais avoir de l'aide, puis que ça va bien aller, je vais me refaire. » Et pour notre enfant, pour l'aider à développer cette capacité de résilience-là, dans le fond, il faut lui offrir un environnement favorable? Oui, puis favoriser la résolution de problèmes aussi avec lui. Lorsque l'enfant vit une difficulté, pas la résoudre à sa place, mais l'aider à réfléchir sur qu'est-ce que tu pourrais faire maintenant avec ton ami. Tu as eu une chicane. Comment tu vas régler ça? Puis là, on peut en discuter ensemble, on peut essayer, si tu essayais telle chose, puis là, on peut trouver différentes avenues. Puis l'enfant dit, OK, je vais essayer celle-là. Tu sais, c'est très important d'amener l'enfant à réfléchir sur comment moi, je vais m'en sortir face à cette situation-là. Les parents, des fois, on a tendance à dire, je vais t'arranger ça, tu vas voir, moi, l'appeler sa mère, là, puis elle ne fera plus des affaires dans ma... C'est pas la bonne chose à faire. Ce qui est important, c'est de s'asseoir avec l'enfant puis de chercher des solutions avec. Puis l'enfant va, après ça, les appliquer. Et là, il va apprendre quelque chose. Il va apprendre qu'il y a toujours une solution à tout. Exactement. Tout simplement. Lorsque le stress et l'anxiété deviennent partie prenante du quotidien chez l'enfant, il s'avère primordial, comme parent, de prendre les choses en main. Il existe différentes stratégies qu'un parent peut utiliser pour aider son enfant à cheminer dans sa gestion du stress. Être parent vous propose d'approfondir 2 d'entre elles, l'art-thérapie et la zoothérapie. Bien, la zoothérapie, c'est un terme qu'on utilise depuis quand même plusieurs décennies. Mais il y a des écoles de formation qui se sont mis pas mal en place là, dans les débuts des années 2000, au Québec, je parle. Okay. Je connais pas l'histoire de la zoothérapie à travers le monde, là, mais ça s'est développé pas mal en l'an 2000 où on a voulu former des zoothérapeutes. Fait que depuis l'an 2000, on parle beaucoup de zoothérapie. Mais éventuellement et très bientôt, puis en France, c'est comme ça, on parle maintenant un petit peu plus de thérapie assistée de l'animal. Okay.
Je ne sais pas pourquoi ils font ce changement-là, mais la zoothérapie, je pense que ça a été un petit peu galvaudé. Puis tout le monde s'est mis à s'appeler un peu zoothérapeute qui le voulait bien parce qu'il y avait un bon animal avec un bon tempérament. Puis il s'en allait, par exemple, rendre visite au CHSLD à une vieille tante Alzheimer. Puis il disait qu'il faisait de la zoothérapie. Bien, ce n'est pas de la zoothérapie, ça, c'est de la zooanimation. On détend l'atmosphère, c'est agréable, ça a des bénéfices au niveau de l'anxiété et du stress dans les départements, et pour le personnel et pour les résidents. Mais c'est de la zooanimation. La zoothérapie, il faut savoir, ou la thérapie assistée par l'animal, il faut savoir qu'il y a le mot thérapie. Le mot thérapie, ça veut dire thérapeute. Le mot thérapeute, ça veut dire avoir des études dans le domaine. Alors, on ne peut pas s'improviser zoothérapeute ou thérapie assistée par l'animal. Alors, il y a beaucoup de bénéfices à aller voir un thérapeute qui a un animal bien dressé. Il y a beaucoup d'avantages. Moi, je travaille au CIS, au Centre intégré de santé et des services sociaux de Ville-Marie. Et puis, je suis spécifiquement au programme en santé mentale pour les jeunes. Alors, ma clientèle, moi, c'est la dépression, les troubles dépressifs, les troubles anxieux, les troubles du déficit de l'attention avec hyperactivité, les troubles de la pensée, les troubles de l'attachement ou tout autre enfant qui aurait vécu des traumatismes. Donc, la zoothérapie ne règle pas seulement les problèmes de stress et d'anxiété, là. Ça règle beaucoup de choses. L'éventail est très large. Ah, puis il faut savoir que dans toute la pathologie que je t'ai nommée, il y en a toutes de l'anxiété, là. On sait qu'un trouble anxieux et un trouble dépressif, là, c'est des jumelles, ça. Un trouble anxieux qui n'est pas traité, ça va finir en dépression pour une grande partie de la population. Puis un trouble dépressif, pas traité, il fait de l'anxiété. Alors, c'est des jumelles. Alors, moi, quand je traite un trouble du déficit de l'attention, puis il faut savoir qu'un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, il y a 30 de la problématique qui vivent de l'anxiété. Alors, l'anxiété, là, est malicieuse, puis elle se retrouve partout. Un peu partout. Un trouble d'attachement, il y a de l'anxiété au bout, toujours peur d'être abandonné, insécure au bout. Alors, le trouble anxieux, là, il y a des ramifications partout, malheureusement. Et quels sont les effets de la zoothérapie? Écoutez, je peux travailler au niveau des habiletés sociales. Un enfant, par exemple, qui a un trouble du déficit de l'attention ou qui est anxieux, qui est à l'intérieur de lui, il n'ose pas regarder vers l'extérieur tant qu'il est anxieux, bien, il n'est pas tellement habile socialement. Alors, avec l'animal, on peut faire des petits scénarios, des sketchs, comment on s'approche de quelqu'un, comment on s'introduit, comment on dit au revoir, comment on s'excuse. Donc, vous mettez en relation vraiment l'animal Mowgli avec l'enfant en question? Ah, tout à fait. Vous mettez toujours des relations entre les deux, comme si Mowgli était un être humain, en fin de compte. Non, Mowgli, il y a des talents que j'ai pas, mais que je cherche à obtenir. C'est l'être humain est doté d'un langage, puis on parle, puis on parle trop. OK. Alors, l'animal, lui, il a un avantage sur nous, c'est qu'il sait mieux écouter que les humains. Oui. Puis, il y a aussi un accueil et une acceptation inconditionnelle de l'autre. Qui arrive en chaise roulante, qui arrive avec les cheveux bleus, qui arrive tête rasée ou qui arrive pas dedans. Lui, là, il n'y a pas un once de jugement. Alors que nous, on est fait comme ça, on a un petit comme... Il n'y a pas de dents matin. Qu'est-ce qui s'est passé, tu sais? On a un petit réflexe. Puis ça, ça nous nuit. On ne devrait pas avoir ça, mais tu sais, on est humain. Fait que lui, il a deux grandes qualités. Mowgli a deux grandes qualités que je tends à avoir. C'est parler moins, avoir une meilleure écoute, puis avoir une acceptation inconditionnelle de les problématiques que mes clients, l'évolution qui ne va pas dans le sens qu'on souhaiterait ou les améliorations qui ne sont pas perceptibles. Fait qu'on a toujours un petit comme « Oh, on a hâte qu'il enclenche, hein? On a hâte que les parents ils voient des résultats. » Fait qu'on a un petit jugement que le chien n'a pas. Donc, vous travaillez les effets bénéfiques, il y a les habiletés sociales. Quels sont les autres effets bénéfiques? Oui. Je vais vous en nommer à tour de rôle, là, un petit peu, là, les effets qu'on peut voir au sein de la thérapie chez l'individu, qui est l'enfant, ou même chez les adultes. Oui. On sait que ces enfants stressés-là, ils viennent accompagnés d'adultes
qui veulent de l'aide pour leur enfant. Puis, tu sais, dans les troubles anxieux, je ne veux pas généraliser, mais une pomme, ça tombe en dessous d'un pommier. Fait que quand je traite un enfant anxieux, je veux toujours le parent avec moi. Je le veux comme équipier. Je veux qu'à la maison, il pratique et qu'il fasse un retour sur ce qui a été appris en thérapie. Puis c'est sûr que ça a un effet chez l'adulte qui est assez souvent anxieux et stressé. Alors, voici les effets un petit peu qu'on peut escompter au sein de la thérapie. Ça rend les rencontres moins médicales. Alors, les adultes arrivent avec, tu sais, ils ont peur d'être jugés, ils ont peur de dire, écoute, on est-tu des mauvais parents? Nous autres, on ne l'a pas pantoute. Fait que quand ils voient l'animal, ça fait comme, ah, ça fait moins médical, ça fait comme plus relax, plus détendant, tu sais. Ça baisse donc la méfiance chez les adultes qui viennent reconduire l'enfant. Ça émerveille les enfants, ça fait rire, ça procure du plaisir. Fait que mes enfants qui ont de moins en moins de plaisir parce qu'ils sont pris dans leurs anxiétés ou dans leur dépression ou dans leur rejet social. Parce qu'ils sont, par exemple, l'enfant hyperactif, c'est pas rare qu'il vit le rejet social. Là. L'enfant en trouble du comportement, c'est pas rare. Fait que ça procure du plaisir à ces enfants-là qui sont problématiques, tu sais, qui sont souffrants, je veux dire. Ça rassure les parents de voir l'enfant rire. L'enfant voir du plaisir, puis l'enfant dit « J'ai hâte de retourner voir Mowgli. » Ils viennent pas me voir, là, ils viennent voir le chien. Mais c'est pas grave, je le prends pas personnel. Ça permet les confidences rapides. Puis ce que je pourrais dire, là, le gain très, très important de la zoothérapie qui me démarque de mes collègues, c'est que j'atteins un niveau de confiance extrêmement rapide. Ça fait le trait d'union entre moi et l'enfant. Ça fait le trait d'union entre moi et le parent. Alors, je vais atteindre un niveau de confiance, un lien de confiance plus rapide, donc des confidences plus rapides, donc une mise en place d'un plan de traitement plus rapide, puis un traitement plus rapide. Alors moi, j'ai la prétention de penser que mes clients, moi j'ai pratiqué 15 ans sans être zoothérapeute. C'est après 15 ans de métier comme psychoéducatrice en santé mentale enfant que j'ai décidé d'aller me former. Puis ça fait déjà depuis 2005. Donc, ça fait 11 ans que je suis zoothérapeute. Et j'ai la prétention de penser que mes clients, pas juste parce que je suis plus expérimentée, c'est vrai, vous allez dire, j'ai 10 ans de plus, là. C'est vrai, j'ai 10 ans de plus d'expérience, mais mes clients restent moins longtemps en traitement que des autres. Puis j'ai la prétention de penser que l'animal, qui est le trait d'union rapide, le lien de confiance rapide, un traitement plus rapide, une efficacité dans le traitement. Alors je pense que mes employeurs, puis ils croient, eux autres, ça fait 11 ans maintenant, qu'ils me voient circuler partout avec mon animal. Je pense qu'ils ont acheté cette idée-là que les clients sont souffrants moins longtemps au sein du programme en santé mentale, quand ils viennent voir Élise, tu sais. Ça permet aux enfants de se projeter, et cela de façon inconsciente. Fait que là, l'enfant il pourrait dire « Il est donc bien triste, ton chien, aujourd'hui, il veut pas jouer. » C'est souvent de la projection. C'est comme ça que l'enfant va se sentir. Ou bien, il est donc bien tannant, il est donc bien agité. C'est souvent comme ça que l'enfant va se sentir. Fait que ça permet facilement une projection. Il projette son état d'âme au chien. Alors moi, ça me permet de dire, OK, aujourd'hui, mon enfant, il se sent triste, il est dans un état d'âme plus... Et par la suite, vous utilisez ça pour commencer aussi, continuer la thérapie? Bien, c'est que je le lis plus rapidement. Il est en train de se projeter, il est en train de me dire comment il file. Moi, je le lis rapidement, donc je peux intervenir. Je saisis mon jeune plus rapidement à cause de la projection. Ça augmente les capacités d'interaction avec les amis et ça diminue l'isolement social. Ça invite à l'empathie, je l'ai expliqué tantôt. Ça capture, ça l'aide à maintenir l'attention de l'enfant. Par exemple, j'ai mon chien que j'ai son os préféré dans les mains, par exemple. Puis je dis à mon chien, assis, reste. Bien, le chien me regarde. Comme ça. Moi, j'ai son os. Alors, je peux dire à l'enfant, regarde, quand on dit que tu n'es pas attentif, c'est difficile ça à comprendre. Tu n'es pas attentif. Ça veut dire quoi, ça, je ne suis pas attentif? Regarde mon chien, là. Regarde. Il me regarde, les yeux sont tournés vers moi, sa tête ne bouge pas, il respire à peu près plus.
C'est ça, être attentif. Alors là, le chien sert de miroir. Il dit, ah, c'est ça, être attentif. Il sert de reflet, il sert de modèle, excusez. Pas de miroir, mais de modèle. Ou je pourrais dire à l'enfant, est-ce que tu trouves que mon chien, il se contrôle? Parce que là, lui, j'ai son os préféré dans les mains, là. Tu sais bien qu'il voudrait avoir son os. Présentement, il est au assis-reste. Est-ce que tu trouves qu'il se contrôle, qu'il se auto-contrôle? Il se dit, il faut que je reste là, il faut que je reste là, il faut que je reste là. Ma maîtresse, elle m'a demandé de rester là, il faut que je reste là. Ça, c'est du contrôle. Quand on dit, que t'as pas de contrôle! Quelque chose qui serait pas explicable autrement si vous n'aviez pas d'animal. Moi, j'ai un avec modèle. vous, là. J'ai un modèle. Regarde, ça, c'est ça du contrôle. Ça augmente le sentiment de compétence. Parce que là, mon chien, il faut se le dire, il est bien dressé. Fait que quand tu lui demandes assis, il s'assied. Quand tu lui demandes de marcher, il marche bien. Lui, il est en dressage. Mais... Fait que là, les enfants, eux autres, qui se sentent souvent incompétents, pas à la hauteur, rejetés. Là, ils prennent le chien assis, clouc, il s'assit. Hey, je suis bon. Je suis donc bien bon. Donne la patte, donne la patte. Attends, il attend. Reste, il reste. Il y a un sentiment de « Hey, je suis donc bien bon, moi. Moi qui me sens pas bon. Fait que ça développe une estime de lui, une confiance. Puis moi, je travaille partout dans les corridors, là, pas juste dans mon local ici. On se promène dans les corridors. Puis là, les gens, ils disent « T'as donc bien un beau chien. » Là, ça touche l'estime de soi. Parce que l'enfant se projette. Je l'ai dit tantôt, l'enfant se projette dans le chien. Fait qu'il dit ce qui est beau. Il dit ce qui est beau. Et moi, j'ai un beau chien. Il dit ce qui est calme. Ah, il est calme. Ah, ils sont-ils en train de me dire que je l'ai, moi, la patente? Oui, c'est ça. Fait que ça l'aide beaucoup sur l'estime et la confiance personnelle. Bien, j'en ai, là, une page, puis 2, puis 3, là, hein, des effets bénéfiques. Est-ce que vous utilisez l'animal de la même manière avec de jeunes enfants ou des enfants plus âgés, des ados? Bien, c'est légèrement différent entre un enfant de 5 ans et un enfant de 12 ans. Mais on va souvent travailler dans un espace où on va se mettre à terre avec l'animal. On va lire des métaphores. Tu sais, les plus vieux, on va lire... Bien, les plus vieux, les plus jeunes. Je travaille beaucoup au sol avec mon chien, sur des tapis, avec les miroirs, des techniques de respiration. Tu vois, mon chien, par exemple, qu'un enfant d'11 ans, que j'apprends la respiration lente et profonde, ou un enfant de 5 ans, quand mon chien il est couché à côté de nous, puis il a la respiration lente et profonde, parce que le chien, là, il respire pas du thorax, il respire de l'abdomen, comme je tente de le montrer à mes jeunes en trouble anxieux. Fait que là, mon chien, il est là comme modèle, il est à terre, soit avec un enfant d'11 ans ou 5 ans, tu sais. Puis là, les enfants de 5 ans, tu sais, je ferais pas ça avec un 11 ans, mais les enfants de 5 ans, je leur mets un toutou sur la bédaine, un toutou chien, un bouvier bernois chien, toutou, tu sais. Puis là, l'enfant, il faut qu'il respire de la bédaine, tu sais. Là, le petit toutou monte, ça fait rire, tu sais. Fait que le chien est à côté de nous, il nous accompagne. Puis des fois, là, je l'utilise moins, d'autres fois, je l'utilise beaucoup. Il n'y a pas une entrevue pareille, tu sais. Mais l'animal est toujours là pour nous accompagner. Est-ce qu'il y a un âge minimal pour suivre un traitement en zoothérapie? Bien, je dois avouer que moi, il y a toute une équipe ici qui travaille auprès beaucoup des enfants en bas âge. Puis pour avoir un trouble de la santé mentale, ben tu sais, c'est assez rare à 2 ans. Il y en a, là, mais... Fait que moi, je travaille surtout avec les 5 ans et plus. Tu sais? Mais je suis consultée des fois pour les plus petits, tu sais. Mais il y a plus du travail auprès, puis du support auprès des parents quand c'est un enfant de 3 ans que de venir en zoothérapie ou en psychoéducation en santé mentale. Et comment on en arrive à consulter en zoothérapie? Comment on peut arriver, en fait, à ça? Est-ce que c'est notre médecin de famille qui nous... Bien, en fait, moi, je suis la seule qui a cette spécialité-là, ici au Témiscamingue. J'ai été longtemps la seule en Abitibi, mais maintenant, il y en a. OK. Bien, la porte d'entrée, hein, dans notre CIS, dans notre Centre intégré de Centre des services sociaux, bien, c'est l'AEO, l'accueil, évaluation, orientation. Là, c'est tout le monde qui peut demander de l'aide. Okay. Alors, ça peut être une maman qui cogne directement à cette porte-là. Ça peut être un médecin qui dit « j'ai une famille qui aurait besoin d'aide ». Ça peut être un directeur d'école qui dit « moi, je vous envoie une famille, je vous envoie un parent, je vous envoie un ado ». Alors, il y a une porte d'entrée, hein? Puis cette porte d'entrée-là, c'est des spécialistes, des travailleurs sociaux qui font une évaluation pour déterminer dans quel service
quel département pourrait être le plus adapté à la problématique. Puis là, c'est là que moi, il réfère en santé mentale. Il ne réfère pas en zoothérapie. Moi, je suis vraiment une psychoéducatrice au programme en santé mentale, mais j'ai une spécialité. J'ai un outil supplémentaire que les autres n'ont pas. Mais l'enfant s'en vient, puis il est distribué soit à mes collègues qui font la même chose que moi. Mais si on pense que l'apport de la zoothérapie pourrait avoir un impact, ben tu sais, il me l'envoie. C'est ça. Ouais, c'est ça. Bien, pour ce qui est des enfants qui ne peuvent pas me consulter, bien, c'est vraiment la phobie spécifique de la peur des chiens ou qu'il y a eu un traumatisme antérieur avec un chien, puis que le souhait, ce n'est pas du tout de travailler ça. Là, hein? On vient pour l'anxiété, ou on vient pour la dépression, ou le trouble du déficit d'attention. On ne vient pas pour le traumatisme avec le chien. Fait que ces enfants-là, je ne les vois pas. OK. Et s'il y avait des allergies extrêmement graves, bien là, c'est mes collègues qui vont travailler la problématique chez l'enfant. À part ça, je peux voir tous les enfants ou tous les parents. Comment vous amenez l'enfant à maîtriser son stress? Bien, on a été formés depuis nos études, mais par la suite aussi, on est un petit peu à la fine pointe là, des thérapies les plus probantes, les plus stratégiques pour les troubles anxieux. Alors, on sait que l'approche de la thérapie cognitivo-comportementale, c'est une approche qui fait ses preuves dans plusieurs problématiques, mais au niveau de l'anxiété aussi. Alors moi, j'utilise la thérapie cognitivo-comportementale pour traiter les enfants. Okay. Mais je suis accompagnée d'un animal, d'un assistant qui est puissant, comme je vous l'ai décrit tantôt. Alors moi, j'ai à montrer, j'ai à faire de la psychoéducation sur c'est quoi un trouble anxieux. Est-ce que tu en as un pour vrai? Hein? Parce que le directeur, lui, il pense que tu as un trouble anxieux, mais le directeur, c'est un directeur d'école. Il dit, maman, elle pense que tu as un trouble anxieux. Moi, mon devoir, c'est de bien l'évaluer. Okay. Parce que je pourrais trouver de la dépression, je pourrais trouver un trouble du déficit de l'attention avec un peu d'anxiété. Mais à l'origine, tu as un trouble du déficit de l'attention. Alors, il faut que je trouve la problématique. Puis, après ça, il faut que je traite. Je fais de la psychoéducation. Je montre c'est quoi la dépression, c'est quoi l'anxiété. On cote un peu ton niveau d'anxiété. Puis là, on parle de la respiration. On fait de la psychoéducation sur comment se contrôler. Puis les troubles anxieux ou les dépressifs ou les troubles du déficit de l'attention, parfois, le discours intérieur, il est faible. Alors, il faut que je lui apprenne qu'on a un discours intérieur. Puis, il faut que ça soit riche, ce discours intérieur-là. Puis, ce discours intérieur-là, il nous sert de nous contrôler. Puis, il nous sert à être tannant. Fait qu'on a un petit qui dit, vas-y, go, frappe sur le ballon puis arrache la tuque. Puis l'autre dit, ben non, fais pas ça. Fait que le discours intérieur, il y a beaucoup d'apprentissage à faire sur ça. Fait en fait, c'est de la psychoéducation sur le trouble anxieux. Puis souvent, je vais utiliser l'animal comme modèle, comme canalisateur. Premièrement, on sait, c'est démontré. Flatter un animal baisse la tension artérielle, baisse le rythme cardiaque. J'ai un coin thérapeutique où j'ai des grands coussins. Puis on va être au sol. Puis c'est là, parfois, je vais faire coucher l'enfant à côté de moi, puis je vais lui montrer la respiration abdominale, lente et profonde. Je vais lui montrer c'est quoi être tendu, être détendu. Puis j'utilise Mowgli, là. Là, je mets Mowgli dans une situation de tension. Je sors un os. Là, ses muscles sont tendus. Puis tout. J'ai dit, ça, c'est tendu. Puis quand mon chien, il a les 4 pattes en l'air, puis qu'il nous montre sa bédaine, ça, c'est détendu. Fait que je dis à l'enfant, OK, on va essayer ça, hein, d'être tendu et détendu. Fait que là, des fois, j'y fais faire le chien. Je le mets à 4 pattes. Puis là, j'ai dit de faire comme ça. Puis là, j'ai dit, tes muscles, là, ils sont comment, là, quand tu lâches le tapis, là, tu touches à tes muscles, c'est tendu. Ça, c'est tendu. Bien, quand on est anxieux, on est souvent, trop souvent tendu. Il faut apprendre la différence entre la tension et la détente. L'animal me sert de ça. J'utilise les tapis au sol avec l'enfant. J'ai aussi des CD. Puis j'apprends. Le parent, il est presque toujours là, moi. Hein? C'est mon équipier principal à la maison pour reproduire ce qu'il a appris ici. Alors, on va peut-être des fois écouter des CD de relaxation guidée, des relaxations pas guidées, juste de la musique, de la relaxation passive, de la relaxation active. Alors, j'apprends tout ça à l'enfant, le discours intérieur. C'est ça, un traitement de troubles anxieux chez les enfants.
Tout ça, ça devient vraiment du concret là, pour l'enfant. Oui. Ben oui, parce que c'est tangible. Il est en action. Un enfant, là, il faut le mettre en action. Hein? Il faut qu'il bouge, tu sais. Il faut que ça passe par le jeu. Il faut que ça soit ludique. Il faut que ça soit rigolo. Il faut qu'il ait le goût de revenir. Puis je veux pas dire ici que c'est juste une farce puis c'est juste du plaisir. Je suis pas une animatrice de terrain de jeu. Je suis psychoéducatrice. On travaille le trouble anxieux, mais par le rire, le plaisir. Moi, je me dis tout le temps, c'est pas parce qu'on est souffrant qu'il faut aller voir un thérapeute plate, puis il faut que ça soit plate. Déjà qu'on a des épisodes de notre journée qui sont durs et plates, aller en thérapie, ça peut être plaisant. Oh là là, ça c'est de la détente, bien sûr. Quand il se laisse manipuler, c'est qu'il est détendu. Tu veux jouer avec mon plaster? Regarde, il est détendu. Mon chien? Oui. Tiens, tourne vers la caméra. Oui. Hey! Qu'est-ce que c'est l'art-thérapie? C'est un grand mot. L'art-thérapie, c'est la rencontre, en fait, de principes de psychologie et d'art. Et qui fait en sorte on va travailler avec des médiums artistiques, comme la peinture, la sculpture, la cire d'abeille. Des fois, c'est de la construction, des fois, c'est du mouvement. Et on va travailler à faire monter des contenus de l'inconscient vers la conscience pour que les gens puissent trouver des chemins de guérison, se sentir mieux et puis regarder les choses. Puis à ce moment-là, on rencontre évidemment des peurs, on rencontre des croyances et ça fait en sorte que des fois, il faut ébranler ça, ces croyances-là, mais en art-thérapie, chaque personne, que ce soit un adulte, un enfant, chaque personne est différente. Alors, à ce moment-là, je vais tenir compte du tempérament de l'enfant. Pareil, si on parle d'un enfant, je vais tenir compte du tempérament d'un enfant. Je vais tenir compte de son environnement familial. Je vais tenir compte est-ce qu'il y a un TDAH? Est-ce que c'est un enfant qui est joyeux, généralement? Est-ce que c'est un enfant qui est plus triste? Je vais tenir compte de tout ça. Et quand il va travailler en art-thérapie, je vais l'observer. Je vais observer comment il bouge. Je vais observer mettons qu'il dessine ou qu'il fait une peinture, est-ce qu'il pèse fort? Quel espace qu'il occupe sur son papier? Parce que s'il prend juste un petit morceau, ça peut indiquer qu'il est très timide. Et moi, mon travail, ça va être de l'amener pour aller prendre de plus en plus de place. Donc, c'est un exemple pour dire un peu comment on travaille en art-thérapie. Et comment on travaille aussi, c'est que, par exemple, je vais toujours, avec un enfant qui est anxieux ou même un adulte, je vais toujours travailler d'abord à l'intérieur d'un cadre. À l'intérieur d'un cadre, ça veut dire que je lui donne une feuille où il se sent en sécurité, il va faire quelque chose et c'est la façon qu'il le fait, c'est pas le résultat, parce que l'art-thérapie, c'est un processus. Un processus, ça veut dire qu'on part de où est l'enfant et il faut l'amener vers un mieux-être par ses propres chemins. Alors, je fais confiance à son processus, puis mon rôle, c'est de le guider et de l'accompagner. Il ne faut pas nécessairement être artistique pour faire de l'art-thérapie? Absolument pas. Non. Absolument pas, parce que même il y a des enfants habiles, mais il y a des enfants qui, à partir d'un gribouillis, ils vont créer quelque chose qu'ils ne s'attendaient même pas qu'ils étaient capables de faire. Alors, ça aussi, l'art-thérapie amène l'enfant à identifier ses propres ressources, en termes de courage, mais en termes aussi de « ben mon Dieu, je suis capable de faire ça, je ne pensais pas que j'étais capable ». Fait que ce sont des résultats, en fait, je devrais dire, dans le processus, l'enfant découvre des choses pour mieux se faire confiance, pour augmenter son estime de lui. Est-ce que l'art-thérapie, c'est pour tout le monde, de 0 à 99 ans? Absolument. Est-ce qu'on travaille de la même manière, par exemple, avec un petit enfant de 2-3 ans ou un enfant de 10-12 ans? Non. Je vais travailler, en fait, oui et non, je dirais. Oui, dans le sens que s'il y a un problème d'anxiété, je commence toujours par... mettons qu'on décrit, l'enfant arrive, je ne le connais pas.
S'il y a 5 ans, 4 ans, 6 ans, très, très souvent, le parent l'accompagne. Un des 2 parents l'accompagne. Alors, je vais offrir un petit jus, un petit café, des choses comme ça. Je les fais descendre ici, puis là, je présente à l'enfant le matériel. Et pour créer, pour qu'il se sente en sécurité, je lui dis aussi, est-ce que tu sais pourquoi tu es venu me voir? Là, l'enfant, la plupart du temps, le sait. Il dit, bien, ma maman m'a dit que je dormais pas bien, ma maman m'a dit que, bon, alors on va partir de là. Et puis moi, je lui réponds à ce moment-là, bien, moi, là, mon rôle, je vais t'aider à trouver pourquoi ça va pas bien, puis peut-être qu'on va trouver comment aller mieux. Fait que ça te tente-tu? Alors, on y va comme ça, tranquillement. Alors, souvent, la deuxième rencontre, le parent n'a plus besoin d'être présent. Le climat de confiance est établi et à ce moment-là, mais je le fais toujours travailler dans un cadre. Pour revenir à ta question, la différence entre un enfant de 5 ans, il n'a pas la même conscience qu'un enfant de 12 ans. L'enfant de 12 ans, il y a lui, puis il y a le monde. Il y a lui qui essaye de trouver sa place dans le monde. À 5 ans, il est encore, c'est un peu une éponge, je pourrais m'exprimer comme ça. C'est une éponge qui va tout capter ce qui se passe à l'extérieur. Fait que il peut faire une interprétation de ce qui se passe à l'extérieur qui peut le rendre malheureux ou le rendre stressé ou angoissé. Un enfant de 12 ans, on va regarder souvent avec plus de logique, je pourrais dire, amener toute l'idée de la pensée. Comment tu te sens là-dedans? Est-ce qu'on va faire des liens peut-être plus rapidement avec son vécu? Donc, une fois que l'enfant a dessiné ou colorié ou peinturé, fait son objet d'art, qu'est-ce que vous faites par la suite avec ça? Comment vous amenez la discussion? OK. Ce qu'on va faire, c'est que je demande à l'enfant, surtout en bas âge, raconte-moi l'histoire. Raconte-moi l'histoire. Et là, très souvent, l'enfant, il va quasiment tout le temps, il va me raconter ce qu'il vit, mais c'est ses personnages qui le vivent. Alors, donc, il va dire, mais par exemple, je me souviens d'un enfant, il y a très longtemps, avec qui j'ai travaillé, qui disait, ben moi, là, j'ai peur que ma maman meure. J'ai peur que ma maman meure. Il va dire, j'ai peur que... il va utiliser ses personnages, il va dire, par exemple, le petit chien, il a peur que sa maman meure. Il a peur d'aller à l'école. Qu'est-ce qui est dangereux pour lui à l'école? Puis là, il va dire, bien, il ne connaît pas ses amis. OK, comment il pourrait faire? Comment on pourrait l'aider, ton petit chien, à se faire des nouveaux amis? Fait que là, l'enfant, il va réfléchir. Bien souvent, je ne le sais pas. Fait que là, je vais suggérer quelque chose. Est-ce que si on en rencontrait un à la fois, puis où on pourrait le rencontrer? Qu'est-ce que ça ferait si, mettons que tu ne le trouves pas gentil, bien là, il dit, bien, il y en a d'autres, mais c'est très, très spontané. Alors qu'avec un enfant de 12 ans, il va, au lieu d'utiliser les personnages, il va me parler directement de lui. Il va me dire, je vais lui demander, de quoi me parle ta création? Puis là, il peut me dire, bon, il va me dire, par exemple, ben, il y a une montagne. Moi, là, c'est comme ça que je me sens. Il me semble que c'est haut à franchir. OK. Comment on pourrait faire dans ton dessin? Je vais toujours me référer à l'image. Comment, dans l'image, ce serait possible d'aider ton personnage à grimper? Comment on pourrait faire ça? Puis là, s'il me dit, bien, on pourrait couper la montagne. Là, je vais lui donner un autre papier, puis je dis, fais-la comme tu voudrais qu'elle soit. Puis souvent, avec un enfant de 12 ans, on va regarder, dessine-moi la situation idéale. Tu m'as dessiné la situation problématique. Comment on va faire entre les deux? Qu'est-ce qui serait convenable, mais qui ne serait pas nécessairement idéal? Un enfant de 12 ans, il comprend ça. Et combien de séances sont nécessaires? Ça dépend toujours de l'enfant et de la problématique. Mais si je regarde l'ensemble des enfants avec qui j'ai travaillé, habituellement entre 5 et 10 rencontres, parce que c'est un processus. Hein? Donc, la première rencontre, on établit le climat de confiance.
Après ça, là, l'enfant revient tout seul. Fait que puis je force jamais un enfant à dire des choses qu'il ne veut pas dire. Et il faut être patient puis suivre son rythme. Janine, j'aimerais ça qu'on regarde ensemble quelques exemples concrets d'art-thérapie. D'abord, cette première image, qu'est-ce que ça représente? En fait, c'est des couleurs chaudes. C'est une image de couleurs chaudes et de couleurs froides. Une des façons de travailler en art-thérapie, c'est que souvent, un enfant qui arrive puis qui va travailler uniquement avec des couleurs chaudes, je vais tenter tranquillement de l'amener à utiliser des couleurs froides. Pourquoi? Pour établir un équilibre entre le chaud et le froid, parce que c'est dans l'équilibre qu'il va retrouver son mieux-être. Alors ça, c'est une façon de travailler. Regardons maintenant la deuxième image ici. Qu'est-ce que ça représente? Bien, en fait, il faut dire aussi que les images que j'ai choisies, c'est important de le dire, c'est pas des gens qui proviennent du Témiscamingue, c'est des études de cas qui ont été faites un peu partout à travers le monde et que je suis allée chercher les images pour donner des exemples. Parce que c'est sûr que toutes les personnes qui viennent ici, c'est la confidentialité absolue et il n'est pas question que je montre quoi que ce soit des personnes qui viennent me voir. D'accord. Donc, ça, c'est important. Donc, ça, c'est l'exemple, en fait, d'une petite fille de 4 ans et demi qui vivait beaucoup d'anxiété, de stress à l'idée d'entrer au jardin d'enfants. Okay. Donc, je suis allée chercher des premières images de leur création parce que très souvent dans la première image, il y a le problème et la solution. et on voit cet enfant-là qui s'est dessiné avec des grands yeux. Elle a peur, elle m'a dit « j'ai peur ». On la voit prise aussi, on la voit prise au piège? Oui, ouais. Tout à fait. Alors, on va regarder qu'est-ce que c'est, par exemple, comment elle se sent là et qu'est-ce qu'on pourrait faire. Okay. Je ne vais pas lui dire, on va travailler, par exemple, la bâtisse. Elle me dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que la petite fille se sente mieux? Et dans ce cas-ci, par rapport à l'étude de cas, elle dit, il faudrait que je m'en aille. OK, mais si elle doit rester là, comment on doit? Donc, ici, celle-là, c'est un enfant de 8 ans, une petite fille qui est très timide. Elle se voyait comme le renard. Puis elle m'a dit, il y a un corbeau qui a le fromage dans le bec que je voudrais. Alors, elle dit, j'aimerais ça l'avoir. Elle a dit, le renard, il aimerait ça l'avoir. Elle n'a pas dit elle a dit, le renard, il aimerait ça l'avoir, mais il ne sait pas trop comment. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y aurait comme solution? Elle a dit, bien, il faudrait qu'il attende que le corbeau, il laisse tomber le fromage. Fait que là, on a exploré d'autres solutions possibles pour arriver à trouver sa solution à elle. Alors, par exemple, que le renard demande au corbeau, ça peut être cette solution? Absolument, okay. Absolument. D'ailleurs, tu ferais une bonne art-thérapeute. C'est exactement ça qui était sa solution d'ailleurs. Hein? Elle dit, je pourrais lui demander. Oui, absolument. Ensuite, ça explose un peu plus? Oui, oui. Bien, ça, c'est un garçon de 10 ans. Et qui, il y a lui, à 10 ans, là, c'est que dans les phases de développement, l'enfant réalise qu'il existe et il y a tout l'environnement autour. Il est peu comme une éponge reliée à tout son monde et qui fait quasiment juste une personne. Il y a lui et il y a le monde, l'environnement. Et c'est épeurant de réaliser ça pour l'ensemble des enfants. C'est toujours une période qui est difficile. Alors, lui, il vivait énormément de stress et il a dit, des fois, là, je me sens comme un volcan, puis des fois, là, je me sens comme un bateau qui va couler. Alors, il m'a illustré il y a pas à moi, mais dans l'étude de cas, il a illustré les deux. Et ce qui est ressorti, c'est que chaque image a été isolée et travaillée, comment le bateau pourrait se sentir plus en équilibre. Encore là, on va travailler avec des couleurs. Ici, il y a beaucoup de couleurs froides, très peu de couleurs chaudes, alors on va y aller en fonction de comment il crée. Et on va tenir compte de toutes choses. Et dans son cas, lui, particulièrement, dans l'étude de cas, c'est que l'image était centrale. Ça veut dire qu'elle prenait beaucoup de place, elle l'envahissait.
Et c'était vraiment un problème d'envahissement. Alors, il faut arriver à resituer les choses. Mais c'est une histoire courte. Ensuite, ici, c'est un enfant de 9 ans, un garçon, qui a vécu de l'anxiété de performance, qu'on vit beaucoup actuellement. C'est sûr que la société en demande beaucoup aux enfants, beaucoup d'exigences, et il y a des enfants qui ne sont pas capables de dealer avec ça. Alors, on peut regarder qu'il avait fait une bonne charpente de corps et que les jambes sont pas capables de supporter le corps. Alors, la façon de travailler, c'est qu'on va solidifier les jambes, on va investir dans le plaisir avec les parents. Comment ils pourraient avoir plus de plaisir, comment la famille vit. Est-ce que la famille a cette croyance-là aussi que tous les enfants, leurs enfants doivent performer? Alors ça, on va regarder ça comme ça aussi. Comment on fait en tant que parent pour savoir si l'art-thérapie convient à notre enfant? On l'essaie. On le sait, ou les gens peuvent me téléphoner, puis je peux leur donner des explications supplémentaires. C'est sûr que c'est peut-être un petit peu complexe à expliquer, mais le plus important à retenir, je pense que l'art-thérapie, c'est un moyen parmi tant d'autres. C'est pas the moyen, je pourrais dire. C'est un moyen parmi tant d'autres, une approche. Ça s'inscrit dans un processus et ma clinique d'art-thérapie s'appelle les eaux profondes. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien parce qu'on va dans les profondeurs. Un enfant, il va naturellement vers les profondeurs. Un adulte, il y a des blocages et puis tout ça. Ça serait prétentieux de penser que je suis le seul facteur ou mon chien est le seul facteur de changement. Ces enfants-là sont encadrés par des adultes toujours fort intéressés à l'enfant. Fait que c'est difficile de penser là, que c'est moi qui ai eu un impact. Mais il y a beaucoup de parents qui me disent « ça a fait la différence, le fait que tu avais ton chien ». Est-ce qu'il y a des raisons qui poussent un enfant ou un adulte à être plus stressé qu'un autre avec la même situation? Ah, il y a un facteur génétique dans pas le stress, mais l'anxiété. Alors, chez certaines familles, il y a beaucoup, beaucoup d'anxiété. C'est un facteur qui est transmis pas mal génétiquement, dans le sens où c'est sûr que si tes parents sont déjà anxieux, tu as plus de chances de souffrir d'anxiété plus tard. Mais évidemment qu'il y a aussi tout. Si je suis anxieuse, probablement que je suis plus nerveuse puis plus sur le qui-vive pour toi, mon enfant. Là, puis peut-être que je te transmets l'anxiété aussi dans mes comportements. Parce que je suis plus nerveuse, puis je m'inquiète plus, puis bon, l'enfant voit ça, puis il devient lui aussi un petit peu nerveux. Oui, il y a ce facteur-là. Par exemple, l'exemple de la rentrée scolaire, le parent qui est très, très stressé va stresser son enfant. Ah ben, c'est bien sûr. C'est transmis comme ça. L'enfant va arriver, il va avoir peur de rentrer à l'école, tandis que si le parent dit « Oh, tu t'en vas à l'école, c'est le fun, t'es rendu grand, puis je vais aller t'accompagner jusqu'à la porte, mais tu vas être capable. » Bon, tu sais, de favoriser ça, c'est certain que l'enfant va avoir moins peur. Mais le stress, l'anxiété, c'est ça. C'est quelque chose qu'il faut comme travailler soi-même. Si on est un parent stressé, anxieux, il faut d'abord commencer par tenter de gérer son stress pour justement pas trop transmettre ça à l'enfant, parce que déjà, si tu as des gènes, tu as déjà transmis cette plus grande capacité à réagir là-dessus, de cette façon-là. Puis il y a aussi toutes les pensées aussi qu'on se dit et qu'on transmet à nos enfants aussi. Hein? Comment on se parle à nous-mêmes, il y a des chances qu'on va transmettre ça à notre enfant aussi, là. Donc, si on passe notre temps à se dévaloriser ou à se dire il va arriver de quoi, c'est effrayant, je sens qu'il va arriver de quoi, alors j'ai peur demain, d'un coup ça va pas bien, appréhender beaucoup, hein, ça fait partie de l'anxiété. Donc, toujours avoir en tête qu'on est le modèle pour notre enfant. Oui. Puis, si on a un problème, on peut le régler aussi, ça va être bénéfique pour l'enfant. Si on a un problème d'anxiété, moi, je pense qu'on doit d'abord l'adresser comme parent. Si on ne veut pas que ça se transmette sans qu'on s'en aperçoive à travers nos faits, gestes et tout ce qu'on dit à propos des choses de la vie. L'enfant est très, très sensible à ça. Il grandit là-dedans, puis il apprend comme ça. Ce qui me stresse souvent le plus, je te dirais, c'est justement de ne pas passer assez de temps de qualité avec les enfants. Parce qu'on s'entend, il y a deux types de temps. Quand on est assis à table puis qu'on travaille sur notre portable ou qu'on est tout le temps sur le téléphone, c'est pas un temps nécessairement que l'enfant va apprécier.
mais du temps de qualité, de ne pas en passer assez avec les enfants, c'est ce qui me stresse souvent le plus. Fait que oui, c'est de prendre le temps de prendre le temps de décrocher puis d'être avec les enfants, c'est quelque chose qui est déstressant. Parce que ça s'île sur le sofa avec les enfants puis partir à chatouiller ou à jouer dans la tag à la maison. Ça nous permet, nous aussi, de nous déstresser. Moi, souvent, depuis 3 ans, ce que j'ai appris pour justement déstresser puis laisser le stress de l'ouvrage ou autre à l'extérieur, c'est que je vais aller courir. Je prends 40 minutes juste pour dégager toute l'énergie négative que j'ai pour justement être à la maison puis avoir juste l'énergie positive avec les enfants. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va démontrer d'être stressé. Ça va être par en dedans. OK. Fait que des fois, bon, c'est sûr, la question d'argent, bon, il y a des mois, des fois, tu vas dire « Ah, je vais-tu arriver? Ça marche-tu? J'ai-tu assez de bouffe? » Bon, tout ça. Les enfants qui ont certaines difficultés, est-ce qu'il va réussir son examen? Mais c'est ça, moi, ça se passe plus par en dedans. Je vais avoir de la misère à l'extérioriser, OK. mais c'est... Quels sont vos trucs, peut-être, pour déstresser, entre guillemets? Bien, pour déstresser, moi, ça va être un bain chaud. C'est un bon truc. Un bain chaud, puis prendre des bonnes respirations, puis être avec les enfants, jouer avec eux, oublier les tracas, puis retourner un peu en enfance, là. Pour un homme, c'est dur d'aller consulter. Moi, j'ai dû le faire il y a plus de 10 ans. Puis il a fallu que quelqu'un me donne énormément de coups de pied pour que j'aille le faire, pour que je réalise justement, regarde, que je n'avais de besoin. Puis une fois que oui, j'ai réalisé que je n'avais de besoin, puis que ça a fait du bien, ça l'a aidé. Puis ça m'a permis de justement évacuer certaines choses sans les évacuer sur les enfants. Parce qu'à un moment donné, ça, j'avais une cumulatif de stress qui avait été énorme sur plusieurs facteurs qui a fait qu'à un moment donné, il y en avait comme trop, puis les enfants écopaient. Puis justement, ça m'a pris une claque d'en face pour réaliser que, OK, garde, tu t'en vas dans le mauvais chemin, tes enfants ont besoin de toi, ben garde, prends-toi en main. Puis une fois que j'ai été chercher de l'aide, ça l'a aidé, mais ça m'a pris 1 mois à une énorme souffrance avant de pouvoir y aller. Fait que c'est pas toujours évident, mais il faut prendre le temps des fois de le faire pour notre bien puis pour le bien de l'enfant aussi, là. D'aller en thérapie, quand c'est nécessaire, il faut y aller. Hein? Parce qu'il existe des psychologues, des psychoéducateurs, des travailleurs sociaux excellents. Allez chercher de l'aide. Mais avant d'aller chercher de l'aide, il y a des choses qu'on peut faire. Acquérir un bon animal, c'est un atout pour le stress, l'anxiété. Maintenant, c'est ça, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide parce que quand on a un enfant souffrant, longtemps, il est plus difficile de rebondir. Il est plus difficile de retrouver un équilibre. Alors, quand il y a vraiment de la détresse, quand l'enfant ne fonctionne plus dans les sphères de sa vie, au niveau de son autonomie, d'aller à l'école, la relation avec papa, avec les frères, les sœurs, les amis, les pères, l'hygiène, quand il y a des sphères de la vie là, que ça ne fonctionne plus, aller chercher de l'aide pour que l'enfant puisse rebondir immédiatement à l'aide d'un petit coup de pouce thérapeutique. C'est vraiment dans le processus que l'enfant qui vient me voir va trouver son chemin de guérison, son chemin d'apaisement, son mieux-être. C'est sûr que dans la vie, on a nos hauts puis on a nos bas. Mais je suis sûre qu'avec les trucs que j'ai eus, que je vais pouvoir me contrôler puis réussir à monter dans ces épreuves-là. Qu'est-ce que tu donnerais comme truc à un enfant qui est à l'écoute et qui peut-être vit des situations stressantes ou encore des trucs pour les parents qui ont des enfants qui vivent du stress? De penser très positivement, de voir le verre à moitié plein puis à moitié vide, puis d'essayer de se parler, de se dire que c'est sûr qu'il y a du monde qui nous aimeront pas dans la vie, puis il y en a qui vont beaucoup nous aimer, mais que ceux qui nous aiment pas, ben peut-être qu'ils passent à côté de quelque chose. C'est mon meilleur ami.